John Plassard avec nous également, fidèle au rendez-vous. Merci beaucoup John d'être avec nous pour ce premier épisode de la saison 4 de Smart Bourse. Vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau, avec nous en visioconférence pour nous apporter votre éclairage effectivement sur quelques-uns des événements de la rentrée pour les investisseurs et pour les marchés. Je posais cette question sous forme de boutade dans le sommaire, mais qui de Jérôme Powell ou de Nvidia a le plus d'influence sur les marchés aujourd'hui? C'est intéressant parce qu'on a eu deux événements qui permettent justement de mesurer peut-être qui de l'un ou de l'autre a le plus d'impact sur les marchés. Jérôme Powell s'est exprimé pendant un petit quart d'heure, je crois, à l'occasion du symposium de Jackson Hole en fin de semaine dernière. Et puis en milieu de semaine dernière, c'était la publication des résultats de Nvidia. Qu'est-ce qu'on retient de ces deux événements pour commencer, John ? Bonjour Grégoire. Écoutez, d'abord, ce qui était très intéressant, c'était en parallèle déjà de savoir si la thématique de l'intelligence artificielle faisait toujours feu de tout bois. Avec les résultats d'NVIDIA, on a vu qu'ils étaient largement au-dessus des attentes, malgré le fait que l'entreprise cotée aux États-Unis a terminé presque flat, mais c'était plutôt sell on good news. Il faut rappeler une chose ici, Grégoire, c'est que on oublie souvent, mais Nvidia, c'est plus 220% depuis le début de l'année et plus de 700% depuis 2020 de performance boursière. Donc on imagine que si on a un peu de prise de bénéfice sur des bonnes nouvelles, c'est pas dramatique, mais on imagine qu'on est dans une autre dimension que celle qu'on avait eue sur une thématique que certains comparent, qui pouvait être la thématique du métaverse. Vous savez, il y a 2 ans, il suffisait de dire que vous rentriez dans la thématique du métaverse pour que votre action en bourse monte, et puis on avait vu un dégonflement littéral de cette bulle. D'un autre côté, on avait besoin aussi d'avoir une vision monétaire de cette rentrée. Est-ce que les banquiers centraux, et pas seulement Jérôme Powell, est-ce que la Banque Centrale Européenne et Jérôme Powell vont arrêter de monter les taux? Parce que c'est très important ici. On a un message qui nous est donné de la part des banquiers centraux. Et puis, on sait que depuis l'année passée, puisque le consensus ne croit plus du tout dans les banquiers centraux, le consensus essaye de pousser à la faute les banquiers centraux pour qu'ils arrêtent plus tôt que prévu de monter les taux, voire de baisser les taux. Donc ici, je pense qu'on a eu beaucoup d'indications à Jackson Hole, en tout cas, moi je suis du côté de dire qu'on a eu beaucoup d'indications vendredi dernier, qui étaient des indications supplémentaires sur les futures décisions de politique monétaire. Vous pensez toujours, John, que le risque pour Jérôme Powell et Christine Lagarde est toujours un risque un peu asymétrique? Il vaut mieux continuer d'en faire un peu plus que pas assez aujourd'hui, malgré le phénomène de désinflation qu'on observe quand même depuis plusieurs mois aux États-Unis, puis en Europe? Oui, vous avez tout à fait raison, mais il faut juste rappeler une chose ici, c'est que la désinflation, c'est donc la baisse de l'inflation, mais qui ne revient pas à 2 ou à 0. Il ne faut pas oublier qu'une désinflation, c'est un phénomène passager, je dirais, où effectivement, après, on va rester avec une inflation qui sera plus élevée que les 2% plus longtemps que habituellement. Il faut rappeler une statistique ici, c'est que normalement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, entre la dernière hausse de taux et la première baisse, il y a en moyenne 4 mois aux États-Unis. Évidemment, on n'y sera pas, puisque ça voudrait dire qu'on baisse les taux début d'année prochaine si on devait s'arrêter en septembre. Et donc, on parie plutôt sur une baisse à partir de juin de l'année prochaine ou plus tard. Et donc, on sera dans un paradigme un peu différent. Maintenant, ce qui me fait un petit peu plus peur, le mot est peut-être fort, mais peut-être un peu plus peur ici, c'est qu'il y a, notamment du côté européen, une confusion quant au mandat de la réserve de la Banque Centrale Européenne. Et je vous rappelle que la Banque Centrale Européenne a un mandat, c'est la stabilité des prix, donc l'inflation, et qu'à la base, théoriquement, elle ne devrait pas regarder la baisse des PMI, puisque, par exemple, ou la baisse de la croissance en Europe, puisque c'est elle qui permet à l'inflation de baisser. Et j'ai l'impression que Christine Lagarde pourrait faire l'erreur, et pour moi ce serait une erreur de politique monétaire, c'est de ne plus monter les taux et de voir comme aux États-Unis, alors il faut rappeler qu'elle a commencé à monter les taux plus tard qu'aux États-Unis, c'est de s'arrêter et de dire le mal a été fait au niveau économique, mais pas au niveau de l'inflation, puisque l'objectif d'être à 2% en Europe est loin d'être gagné, puisqu'on sait que l'inflation corps en Europe est plus élevée, notamment qu'aux États-Unis.
Oui, c'est ça qui est assez nouveau. Effectivement, le marché a du mal à considérer que les taux pourront rester à des niveaux élevés ou plus élevés encore que ce qu'on connaît aujourd'hui pendant longtemps. C'est ce fameux higher for longer que le marché a du mal à considérer ou à intégrer peut-être dans ses prévisions et dans ses anticipations. Pourtant, c'est ce qui ressort avec grande fermeté du discours des banquiers centraux, y compris à l'issue de Jackson Hole. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. On a un gros problème ici, c'est que on a attendu trop longtemps et on en a parlé beaucoup ensemble, Grégoire. Les banquiers centraux ont attendu beaucoup trop longtemps pour monter les taux, puisqu'ils parlait d'inflation transitoire. Vous vous souvenez de ce terme, de l'inflation transitoire, puisque tout le monde disait que l'inflation était seulement liée à la hausse des prix de l'énergie et puis à la hausse, la dérivée seconde de la hausse des prix de l'énergie. Alors qu'on voit aujourd'hui que c'est aussi la nourriture, c'est aussi les loyers, c'est aussi les véhicules, que ce soit d'occasion ou neufs, qui ont aussi progressé. Et si vous regardez le prix de l'énergie, si on se focalise juste sur le prix de l'énergie, alors oui, en termes de base de comparaison par rapport à l'année passée, ça a baissé, mais je vous rappelle, Grégoire, qu'on est au-dessus des $80 le baril aux États-Unis notamment, et qu'on voit qu'il y a une réaccélération, en tout cas aujourd'hui, du prix de l'énergie. Alors on pourrait avoir comme risque l'année prochaine, en début d'année prochaine, eh bien de toujours avoir les prix de l'alimentaire, les prix des loyers et le prix par exemple des voitures qui soient élevés au niveau des normes historiques et une réaccélération avec des bases de comparaison plus difficiles l'année prochaine sur les prix de l'énergie. Donc ici, on a l'impression que c'est ce qui perturbe grandement le consensus, c'est cette focalisation qu'ont eu les banquiers centraux seulement sur le prix de l'énergie, et on l'a tous en mémoire. Et aujourd'hui, eh bien, il y a eu une transmission sur d'autres secteurs, et c'est ce qui va perturber eh bien, les analyses historiques qu'on a d'habitude de dire on monte à 7% ou 8% d'inflation, puis après on va rebaisser en dessous en attendant. Vous savez, on a pris tellement de temps, Grégoire, pour monter. Vous savez, vous vous souvenez, entre 2012 et 2018, on n'arrivait pas aux 2%. Et je me rappelle qu'il y avait un débat en zone euro de dire, mais puisque le mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est 2%, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas le curseur à 1,5%? Alors qu'aujourd'hui, on essaye de mettre le curseur à 2,5 ou 3. Vous savez, il y a tout un débat sur le mandat, sur le chiffre auquel il faudrait que la BCE se focalise, sur lequel il faudrait que la BCE se focalise. Et donc, pour être très concret, John, ça veut dire que dans les 6-9 prochains mois, il y a quand même toujours plus de risques que la Fed ou la BCE continuent de monter, alors peut-être à un rythme différent, avec une quantité différente, mais continuent de monter encore ces taux, plutôt qu'elles ne les baissent. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a un exemple très concret, c'est que vendredi, les marchés actions ont monté. Mais vous avez les rendements des treasuries et vous avez le dollar qui n'ont pas bougé, voire qui ont légèrement monté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, les gens étaient plus focalisés sur des rachats de short, par exemple, et toujours sur cette thématique de l'intelligence artificielle dont on parlait avant, Grégoire, où on avait eu une consolidation, donc on rachetait toute baisse sur ce secteur. Et en fait, ce qui nous donne le message du fait qu'on est quand même très faucon à la Réserve fédérale américaine, eh bien, ce sont les treasuries et ce sont aussi le dollar qui reste très fort parce qu'ici, on parie quand même sur le fait qu'il y a un risque qui est plutôt haussier qu'un risque baissier. Donc, vous vous positionnez plutôt dans cette potentielle hausse de taux, encore une, et puis après on reste longtemps, plutôt que sur une baisse qui arriverait plutôt que juin de l'année prochaine. Bon, et Nvidia dans tout ça, du coup, John, est-ce que la publication, la performance de marché d'Nvidia, est-ce que c'est le signe d'un engouement confirmé pour l'intelligence artificielle, pour ce thème chez les investisseurs, avec la perspective que ce thème peut encore se développer, ou est-ce qu'il y a un effet un peu paroxystique, là, après avoir vu un chiffre d'affaires qui a quasiment doublé, je crois. Alors, sur un an, il a doublé, et sur un trimestre, d'un trimestre à l'autre, je crois qu'il a quasiment doublé également chez Nvidia, à plus de 13 milliards de dollars de ventes désormais affichés sur le deuxième trimestre.
Oui, vous avez raison. Alors, moi, je dirais que l'engouement autour de l'intelligence artificielle est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Alors, ce qui a démocratisé l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT, parce que tout un chacun s'est dit qu'il pouvait toucher de ses mains l'intelligence artificielle. Mais on sait que l'intelligence artificielle, évidemment, c'est pas que ChatGPT. On sait que on est aussi dans le domaine de la santé. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle dans le codage, dans l'image, dans la vidéo, dans les textes, dans le langage. C'est absolument partout. Et on est arrivé dans une phase où on n'est pas dans une croissance normale, on est toujours dans une croissance exponentielle. Alors évidemment, ce qu'il faut, c'est plus de data centers pour stocker toutes ces informations, la fameuse big data. Et je pense que la thématique va se poursuivre. Alors, certainement avec un rythme moindre, mais on va être dans une situation où, comme je disais avant, l'exemple du métavers, c'est un peu différent puisque c'est à plus long terme, mais on est toujours dans une situation où, me semble-t-il, on va avoir cet engouement. Il faut rappeler une chose qui est aussi assez intéressante, c'est que depuis le début de l'année, le S&P 500 fait environ plus 14,5%, mais si vous enlevez toutes les sociétés qui sont liées à l'intelligence artificielle dans le S&P 500, on serait à plus 4%, ou plus 4,5%. Donc on a vu que l'engouement ne s'est pas seulement focalisé sur Nvidia, mais sur tout un groupe de valeurs qui sont dans le S&P 500. Donc je dirais que ça va évidemment se poursuivre, parce que l'intérêt de tout un chacun est là, mais peut-être avec un rythme moins élevé, puisque, on l'a dit avant, Nvidia a fait du plus 220% depuis le début de l'année, donc il serait assez difficile, vous me direz, dans ce type de thématique, on ne peut jamais dire jamais, mais ce serait un peu compliqué de penser que Nvidia peut encore gagner 200% sur cette deuxième partie de l'année. Même dans les prévisions de Nvidia, on voit quand même à un moment un ralentissement de cette hypercroissance. Je crois qu'il prévoit 16 milliards de ventes sur le troisième trimestre, contre 13,5 milliards de ventes effectuées au deuxième trimestre. On ne sera pas sur la même croissance en séquentiel d'un trimestre à l'autre que ce qu'on a pu voir sur la première partie d'année pour Nvidia. Merci beaucoup, John. Merci d'avoir été avec nous en visioconférence. John Plassard qui était avec nous, l'invité de ce rendez-vous du lundi à 13h30, spécialiste en investissement de Mirabaud.